France Maghreb 2. Le LGF, votre émission de référence, c'est tous les jours, ça commence à 16h10 jusqu'à 18h sur France Maghreb 2. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end, pas trop refroidi, tout va bien. Oui, non, c'est parti pour une nouvelle semaine qui commence avec notre couple infernal, ou plutôt notre couple de choc, pardon, parce que j'ai dit infernal avec Tarek Pami, je me suis fait engueuler moi. Non, mais là, moi, c'est nous, ça Bon, nous va. Anan Zawani, bonjour Anan. Bonjour, salam alaikum, chers auditeurs. Enver de Santos. J'en ai perdu. Salam alaikum, rahmatullah. Comment ça va, monsieur Enver? Ça va et toi? Ça Impeccable. va, Hanan? Oui, très bien. Alors, tous les deux, eh bien, on va ainsi découvrir votre programme pour ce lundi. Anan, on va parler d'une information d'ailleurs qu'on va développer juste après ton avis tranché, puisqu'on va aller à Clichy dans les Hauts-de-Seine. Exactement. Donc, je vais vous faire prendre connaissance du communiqué de presse de Xavier Iacovelli, donc qui est le député des Hauts-de-Seine, qui réagit justement à la manifestation qui a eu lieu vendredi dernier à Clichy-la-Garenne et qui a été menée donc par ce maire en protestation aux prières de rue. Voilà. Donc un très beau communiqué qui remet les choses à leur place. Et puis on tentera évidemment de comprendre un petit peu comment on en est arrivé là. Et on vous fera même écouter d'ailleurs que le maire s'était engagé en 2015, après son élection, à pouvoir bien construire cette fameuse mosquée que les habitants de Clichy demandent, réclament, et qu'ils n'ont toujours pas eu en fait, ces habitants qui l'ont aidé à se faire élire, et puis après il a un peu oublié sa promesse pour le coup, il s'est carrément retourné. Puis on verra que c'est pas aussi simple que ça non plus, il y a aussi une affaire d'association, d'associations algériennes, marocaines qui se disputent un petit peu les choses. Enfin, c'est vraiment complexe. pas très, c'est très complexe, c'est pas très beau. Et puis Mais ça date du mois voilà. de mars, cette histoire quand même. Ça date du mois de mars. Ça fait 8 mois que les fidèles, tous les vendredis, ils font la prière dans la rue. Exactement. Alors Après, je dirais parce qu'ils le veulent bien, mais on les force aussi. ton coup de cœur, Amnan, on va parler d'une association, je crois. Oui, tout à fait, une association Handiprenariat. Donc on va interviewer tout à l'heure Laurence Trichet, sa présidente, donc qui milite en fait pour que les handicapés soient entrepreneurs tout simplement. En plus, ça tombe bien parce que c'est la semaine du handicap. Exactement. Enver, on va parler de quoi avec toi dans ton avis tranché? Alors, dans mon avis en tranché, c'est une lettre ouverte à la jeunesse. Très bien. J'appelle lettre ouverte, analyse d'une jeunesse désenchantée. Très bien. Un petit coup de cœur? Un petit coup de cœur, effectivement, à ces entrepreneurs et à ces gens qui sont des modèles de réussite, mais qu'on ne met pas réellement en avant. Nouveau rendez-vous dans cette émission, ça sera une fois par semaine, on va essayer de repérer, dénicher tous ces auditeurs, ces auditrices, tous ces gens qui influent quelque part en relayant des informations, en posant parfois des questions. Ça s'appelle Ils font l'info et ça sera tout à l'heure à 17h30 et aujourd'hui on vous a déniché. Qui fait l'info? Pardon? Pardon? Qui fait l'info? Oui, non mais t'as raison. Voilà, qui fait l'info? Tout à l'heure, donc, on reviendra sur ce qui s'est passé samedi soir à Enver. Le Maroc qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Ça faisait 20 ans que les Marocains attendaient ça. Et Foued, qu'on a déniché sur Twitter, a fait une petite vidéo sympa, un petit montage de tous ces rassemblements et notamment sur les Champs-Élysées. Alors là, c'était vraiment l'effervescence. Pour le coup, les Marocains étaient de sortie ainsi que les Tunisiens, parce qu'il ne faut pas en oublier les Tunisiens qui se sont aussi qualifiés. Donc on aura Foued tout à l'heure à 17h30 pour lui rendre hommage, bien sûr, et honneur, bien sûr, par rapport à sa publication. Donc, qui fait l'info? C'est tous les lundis, désormais, à 17h30. On va essayer de dénicher des tweetos, des Facebookers, qui sortent un peu de l'ordinaire, parce que, pour vous montrer que les réseaux sociaux, c'est très important et qu'il faut aussi abuser des réseaux sociaux, allons-y tranquillement, pour justement relayer des informations, pour être quelque part, se faire entendre. C'est une manière aussi, et on l'incite et on le répétera jamais assez. Voici le sommaire de cette émission. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, lorsque nous sortons en mer, nous avons peur de voir flotter des morts. Ça se passe en Tunisie et ce sont les pêcheurs tunisiens qui sont en première ligne de la tragédie migratoire. Nous y reviendrons tout à l'heure. Un petit tour par Clichy ensuite, où le maire a lancé l'opération prière de rue. Ça suffit. Que s'est-il bien passé pour en arriver à cette situation? Retour sur l'imbroglio qui secoue cette commune des Hauts-de-Seine. Et puis la FEDH et la LDH reprochent à une société française d'avoir produit
introduit un système d'écoute qui a permis à l'Égypte de traquer les opposants. Après Kadhafi, une société française collabore à la répression égyptienne. La question LGF, 2 ans après les attentats du 13 novembre, faites-vous confiance au gouvernement français pour assurer la sécurité des citoyens? Vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, ou sur Twitter, LGF officiel, oui ou non. Et enfin, et pour terminer, Libertad, tout à l'heure en fin d'émission, vous avez la parole, alors prenez-la tout à l'heure au 01 40 33 9000. 16h29 sur France Maghreb 2 avec Anan Zamani, avec Enver de Santos qui sont avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2 pour nous appeler bien sûr 01 40 33 9000 en ce lundi, nous sommes le 13 novembre. Évidemment une date qui est symbolique, une date qui nous rappelle de bien mauvais souvenirs, le 13 novembre 2015, on se souvient tous à peu près ce qu'on faisait ce soir-là. Voilà, pour ceux en tout cas qui étaient devant la télé, on sera regarder le match de foot pour France-Allemagne au Stade de France. Exact. Et puis ceux qui étaient peut-être aussi en balade, bref, se souvient donc de ce soir-là, Enver, Anan. On a l'impression finalement il y a eu l'avant 13 novembre et l'après 13 novembre. Bah moi, pour vous raconter un petit peu cette soirée, en réalité, j'étais totalement déconnectée de la télé, etc. Et je me suis endormie assez tôt. Et vers 2h du matin, en fait, je prends mon téléphone et puis je vois plein d'appels en absence de ma mère, en fait. Mais vraiment beaucoup. Donc du coup, bon, vu que c'est une couche tard, je me dis bon bah je vais l'appeler. Je lui dis bah qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'as pas arrêté de m'appeler et tout. Elle me dit oui bah t'es au courant de ce qui s'est passé et tout. Je dis bah non, pas du tout. Puis bah en fait j'apprends la nouvelle par téléphone. Et c'est vrai que mon sentiment c'était un peu le même que j'ai eu quand bon, c'est un peu triste de reparler de ça aussi, mais c'est un peu le même sentiment et l'état de choc que j'ai eu quand il y a eu les attentats du 11 septembre en fait, où enfin, je sais pas, on est un peu perdu, on se demande ce qui se passe, et puis c'est vraiment que le matin en fait que j'ai réalisé ce qui se passait. Ouais. Après, est-ce qu'il y a eu un avant, après? Bah forcément oui, et puis surtout que bah on avait eu des attentats avant. Faut pas l'oublier, en 2012, et puis que ça s'est quand même beaucoup enchaîné en fait. Et au début de l'année 2015, il y a eu les attentats Charlie Hebdo. Voilà, et en fait depuis pratiquement tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, en fait, on a un attentat important qui vient nous marquer plus qu'un autre, on va dire. Ouais, c'est triste de dire ça, plus qu'un autre. Bah oui, bah il y a des fois où moi je le dis franchement, il y a des fois où bah on est sur Twitter et on a l'info, et des fois peut-être par un phénomène de protection, et bah l'information elle nous traverse. Donc on essaye est-ce qu'elle nous touche pas, et puis il y a des fois où elle va nous toucher de plein fouet. Après, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, en France, c'est pas ça, c'est qu'il y a juste des fois, ou en tout cas pour mon sentiment à moi, et je suppose que les personnes qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, elles ont aussi ce sentiment-là. Et bah des fois en fait, il y a une protection. Donc on voit l'info et on se protège en fait. Voilà. Enver, tu te souviens toi? Le 13 novembre? Parfaitement. Je m'en souviens parfaitement, et en fait ce qui, au-delà du souvenir, c'est comme dit Hanan, c'est un peu excusez-moi du jeu de mots, c'est comme une déflagration en fait. C'est comme si t'étais sourd sur le coup. Oui. Le truc a explosé. Tu entends comme une espèce de sifflement, et le temps que voilà tu reprennes tes esprits, tu te rends compte que ça a fait des centaines et des centaines de victimes. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est que t'as un enchaînement de trucs horribles qui arrivent. Après, bien sûr, les attentats arrivent dans le monde entier, mais t'as jamais l'impression que ça va te toucher toi dans un pays occidental. Dire clairement, vraiment, tu te dis pas, voilà, on est en France, il y a des policiers, etc. On se dit pas qu'on va se faire toucher comme ce qui arrive en Palestine, ou ce qui arrive en Somalie, ou ce qui arrive. On se dit qu'on est hors d'atteinte en fait. Et quand ça arrive, tu te dis bah. Voilà. D'où la question du jour aujourd'hui, donc 2 ans après les attentats du 13 novembre à Paris, au Stade de France, au Bataclan. Ça a été vraiment une scène de massacre au Bataclan. Cérémonie d'ailleurs qui a eu lieu ce matin. Macron qui n'a pas voulu prendre la parole, on a vu ces images un petit peu beaucoup remplies d'émotions, où il prenait donc des gens dans les bras, etc. C'était très. Il était vraiment ému, il avait les larmes aux yeux, très ému. Il avait un côté un petit peu enfant.
Ouais, non, c'était assez particulier, ouais. 2 ans après donc les attentats du 13 novembre, est-ce que vous considérez que le gouvernement met tout en œuvre, en l'occurrence, pour assurer la sécurité des citoyens? C'est la question qu'on vous pose sur la page Facebook France Maghreb 2 et ainsi que sur Twitter LGF officiel. J'ai pas eu le temps du tout d'aller voir les résultats, Anan. Ah bah, je me prends toujours au dépourvu. Bien entendu, c'est comme d'habitude. Alors, on va voir. D'ailleurs, ce qui était intéressant, Enver, tiens, ça tombe bien que tu sois là, parce que la semaine dernière, on a eu plusieurs phénomènes un peu particuliers. Ouais. Vous avez donc sur Twitter des résultats et sur Facebook des résultats qui ne correspondent pas. On a par exemple des résultats sur une question en particulier qui sont complètement différents sur Facebook et sur Twitter. Ça s'explique ça? Oui, totalement. En fait, ça s'explique par la fréquentation. Ouais. En gros, les populations qui fréquentent Twitter et Facebook, ce sont 2 populations différentes. C'est comme si tu te disais que d'un côté, t'as, je sais pas, ceux qui aiment le café, ils vont plus être sur Facebook, et ceux qui aiment plus le thé, ils vont être sur Twitter. Ouais. Donc forcément, quand t'as le même sondage, t'as 2 résultats différents. D'accord. Bon, très intéressant en tout cas de voir que sur une question parfois ça peut être c'est ça. Bon, pas non plus à l'opposé, mais on sent que les résultats sont pas franchement les mêmes. Et là pour le coup on est tous d'accord, tous que d'accord. Ce soit sur Facebook ou sur Twitter. Donc sur Facebook 21 personnes qui font 21% de personnes qui font confiance au gouvernement français pour assurer leur sécurité contre 70% non. Et sur Twitter, donc 25% de oui et 75% de non. Ah ouais. Voilà. C'est quand même impressionnant que 75%, 79% sur Facebook ne fassent pas confiance au gouvernement pour assurer la sécurité des citoyens. Je pense qu'on est conscient que aujourd'hui, malgré tous les plans d'urgence, qui datent de 2015. Bien qu'il y a eu cette nouvelle loi là, antiterroriste. On pourra en reparler d'ailleurs de cette nouvelle loi. Mais oui, c'est pas qu'on est défaitiste, mais on est conscient que aujourd'hui, malgré l'état d'urgence, malgré toutes les mesures qui ont été mises en place, que ce soit ici en France ou dans le monde, on peut pas arrêter tous les attentats. Mais c'est là où tu vois. Moi, on en a beaucoup arrêté par contre. Oui, chiffres, apparemment une trentaine. Voilà. Mais c'est là où je trouve que les gens sont injustes. Tu vois, moi je fais confiance au gouvernement. Donc tu votes oui. Et pour grave, moi je vote oui. Après, bien sûr qu'on a définitivement pas les mêmes idées politiques, mais à un moment, je suis pas défaitiste. Mais ce qui doit arriver arrive. On est la 5e puissance mondiale. C'est pas comme si à un moment donné on n'avait pas de moyens au niveau policier, etc., etc. C'est clair. Et les choses sont mises en place. Mais si aujourd'hui les technologies et les moyens de tuer, si je puis dire, ils s'innovent à chaque instant. Si quelqu'un décide de prendre une batte de baseball et de sortir, je vais faire un match, etc., et tout le monde va croire qu'il fait le match, mais ensuite, je sais pas, il fait une dinguerie. C'est pas de la faute de l'État. L'État aura mis les choses en place, mais l'impossible ne peut pas ne pas arriver en fait. Ouais, bien sûr. Moi, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que l'État ait mis les choses en place. Donc, oui, on peut se prévenir de beaucoup de militaires sur le terrain, etc., etc. Mais là, sur le débat qu'on a eu sur l'adoption de la loi du projet de loi antiterrorisme, c'est qu'en fait, il s'attaquait pas aux sources du terrorisme. Donc, on a la France insoumise qui est montée au créneau à ce sujet-là pour dire que il y avait tout un pan d'action sur le terrain à mener avec des associatifs auprès des jeunes qui n'étaient pas mis en œuvre. Donc on va faire un petit tour du côté du standard avec Abdel qui nous attend 01 40 33 9000. Salut Abdel. Salut à tous. Bon, moi déjà je trouve que non seulement l'État je la mets responsable de ce qui arrive en France et pratiquement tout ce qu'il y a eu avec les effets secondaires. Je m'explique, on va faire un petit tour en arrière. On a une communauté de Français juifs, de Français de confession juive qui s'est plaint d'un humoriste comme quoi à répétition il les insultait, ils faisaient des sketchs à répétition et ils en avaient marre. On peut l'entendre. Alors il y a eu des lois, on l'a condamné pour antisémitisme. Mais moi c'est pas ça que je veux parler. Il y a eu des décrets, je les ai retrouvés, Christophe, à Marseille. Je t'avais posé une question. J'ai retrouvé 2 décrets à Marseille. Dieudonné interdit de spectacle pour les motifs suivants. Trouble à l'ordre public, écoute bien, division. Donc à partir de là, on a interdit. Sauf qu'à Marseille, il a pu jouer, hein. Il a attaqué, oui. Il a gagné. Hein. Ouais.
leur division et trouble à l'ordre public, car on a estimé qu'éventuellement, lors des spectacles de Dieudonné, il pourrait avoir des gens armés s'en prendre à ceux qui veulent aller voir Dieudonné ou vice versa. Ok, d'accord. Charlie Hebdo. Alors le trouble de Dieudonné, la trouble à l'ordre public n'a pas été avéré. Il n'y a pas eu de mort. Charlie Hebdo, c'est à peu près dans le même cadre. Charlie Hebdo, sur répétition, s'en prend à la communauté musulmane. Et contrairement à Dieudonné, il y a eu 2 policiers morts. Il y a eu un chef d'entreprise séquestré avec son employé, une entreprise qui a été dévastée, et toute la France a été martyrisée, immobilisée. Et en aucun cas, et je ne comprends pas du tout pourquoi aucun avocat d'une association n'a pris ces arguments comme quoi que Charlie Hebdo, troublé au même titre que Dieudonné, trouble à l'ordre public et est responsable de ce qui s'est passé, car pour allumer une lumière, on appuie sur un interrupteur. Je vois ce que tu veux dire. Non, mais c'est intéressant, Abdel, sauf que aujourd'hui, il y a quand même, voilà, faut remettre les choses dans leur contexte. Charlie Hebdo, c'est un journal satirique. Voilà. Oui, mais je te parle de la condamnation. Non, mais d'accord. Non, mais je comprends. Division, tu vas sur les réseaux sociaux, il y a une division totale en France sur ce que fait Charlie Hebdo. Alors, la liberté d'expression, a priori, et d'après ce que je comprends de ce que tu nous dis, n'est pas la même pour tout le monde. Voilà. Tout simplement. N'est pas la même pour tout le monde. Et je comprends pas les parents de policiers morts, pourquoi ils se sont pas retournés sur Charlie Hebdo qui, je le répète, trouble l'ordre public dans la situation, la tension qu'il y a dans ce pays. On pourrait leur dire, écoutez, avec la tension qu'il y a dans le monde arabe, avec la tension qu'il y a en France, on vous demande, pour l'instant, de modérer et éventuellement de ralentir vos agressions vers la communauté musulmane, comme les Juifs l'ont demandé à Dieudonné. Merci Abdel Enver, je vois que ça fait réagir là. C'est après, franchement, c'est super intéressant, c'est un point de vue super intéressant et je comprends ce qu'il veut dire, mais je pense que son angle est mauvais dans la mesure où pour moi son prisme, il est de dire que voilà, Charlie Hebdo c'est aussi du trouble à l'ordre public et donc ils auraient dû mettre le holà, etc. Mais comme tu le dis, Charlie Hebdo c'est un journal satirique et Dieudonné est un humoriste satirique. Moi, je pense que dans la réflexion, à un moment donné, ils auraient dû partir du principe où Dieudonné est un humoriste satirique et ne pas bloquer. Mais je pense vraiment dans le comparatif, c'est difficile de dire que Dieudonné n'a pas provoqué de trouble à l'ordre public. Tout le monde s'est gossé, tous les gens ont ri et donc il y a pas eu de bagarre, il y a pas eu d'esclandre, etc. Et que de l'autre côté, Charlie Hebdo, ils ont fait leur truc et ils ont causé un autre trouble à l'ordre public. C'est pas la même chose, non, parce que c'est pas le public qui a attaqué Charlie Hebdo, ce sont des terroristes qui à un moment donné agissaient non pas parce que pour défendre les musulmans et sincèrement vraiment ils agissaient pas pour défendre les musulmans les gars qui ont fait ça. Après moi je ne sais pas, je ne suis pas dans leur cœur ni rien du tout, mais ils ont tué des personnes. Celui qui tue une vie tue l'humanité, c'est écrit. Comme celui qui sauve une vie sauve l'humanité. Exactement. Donc à un moment donné, je pense c'est le truc qu'ils ont oublié de lire, par contre. Je pense qu'il y a quand même il y a une dimension différente. Mais sur le traitement, je comprends. Sur le traitement, sur le parallèle. Le parallèle, je vois ce qu'il veut dire et je comprends. Mais l'angle d'attaque aurait été plutôt de dire que, à aucun moment donné, Dieudonné, je sais pas pour ce que vous en pensez, Christophe Hernan, mais à aucun moment de Dieudonné aurait dû être censuré parce que c'est de la satire. C'est de la satire, tout simplement. Voilà, après pour Dieudonné c'est une autre affaire parce que c'est parti à la base effectivement d'un sketch qui était sur France 3. Alors on est en 2002-2001 chez Fogiel, même d'ailleurs ce soir-là Fogiel a rigolé, puis le lendemain sous une pression évidemment qu'on ose imaginer, Dieudonné est devenu comme ça l'ennemi public numéro 1. Après, pour moi, et ça n'engage que moi, il a fait des erreurs, Dieudonné, parce qu'il s'est enterré dans ce genre de propos, au lieu de calmer les choses. Il a pris carrément cette communauté à dos, en faisant limite, pour le coup, de l'antisémitisme. Vraiment. Il a fait quelques erreurs avec des propos, qui peuvent paraître très maladroits, sous le coup de la provocation, etc. Bon, écoute, j'ai envie de dire, voilà, c'est pas grave. Je veux dire,
c'est un comique qui a voulu faire de la politique. Bon, bah, ça fait pas bon ménage, finalement. Pour le reste, effectivement, après, il y a eu ce chantage que moi je dénonçais, que je dénonce encore, Charlie ou pas Charlie. Voilà, on n'est pas obligé, parce qu'il y a eu effectivement une tuerie de masse que tout le monde condamne, enfin toute personne censée condamne sur ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. On n'est pas obligé de devenir tout de suite solidaire de Charlie Hebdo et de devenir d'accord parce qu'il y a eu quelque chose. Non, voilà, c'est un chantage dans lequel je ne veux pas tomber. Exactement. Et je n'achèterai pas, comme je n'achetais pas avant le 14 ou 15 janvier, le 9 janvier, je crois, c'était au mois de janvier, en tout cas, 2015. Je n'achetais pas ce journal, je vais pas l'acheter après par solidarité. Voilà. C'est ça. Et puis moi je suis d'accord avec toi. De la même manière, tout le monde n'apprécie pas l'humour de Dieudonné. Je vais pas forcément personne n'est obligé d'aller à son spectacle, comme personne n'est pas obligé d'acheter Charlie Hebdo. T'es pas obligé d'acheter Charlie Hebdo. Si tu trouves que l'humour de Dieudonné c'est un humour de bah voilà, tu n'y vas pas. Et de la même manière, si tu trouves que voilà c'est du papier toilette le Charlie Hebdo, bah tu l'achètes pas non plus. Après, bien sûr, moi personnellement, je trouve que sur beaucoup de trucs ils vont beaucoup trop loin, et que c'est devenu une sur Tariq Ramadan est juste dégueulasse. Voilà, c'est devenu une mini guéguerre. Et je pense là vraiment, on est sorti du contexte satirique. On n'est plus dans l'analyse caustique que fait Plantu ou que faisait Cabu par exemple, paix à son âme. Je pense vraiment que là aujourd'hui c'est une guerre de bah voilà, moi j'ai droit de dire ce que je veux et voilà, je vais encore plus loin. Et on n'est plus dans l'analyse de la société. On n'est plus dans l'analyse de fond. Fatima, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à vos invités, à Hanan surtout. Bonsoir. Oh, surtout. C'est un privilège. Bonsoir. Merci. Bonsoir Fatima. Moi, je voudrais revenir à votre précédent auditeur. Oui. Abdel. J'ai perdu le fil. Vous avez perdu le fil. Bah, ça peut arriver. Vous n'étiez pas d'accord avec lui. Parce qu'il parlait, non, voilà, j'ai entendu quelqu'un, je crois un homme politique, qui a dit, le jour où DSK a fait la bêtise qu'il a faite, et l'erreur est humaine, on l'a aussi brocardé sur, Charlie Hebdo. Mais, ils n'ont pas mis la Bible à ses pieds. Par contre, pour Tariq Ramadan, qu'il soit innocent ou coupable, ils ont mis, c'est le 7e pilier de l'islam. Ça c'est normal, Fatima, pardon de vous couper, mais juste il faut simplement de temps en temps faire preuve de bon sens. Pourquoi je dis ça? Parce que Tariq Ramadan, qu'on le veuille ou non, c'est un prêcheur. Quelqu'un qui a prêché pendant de nombreuses années, qui continue la bonne parole, qui parle de religion. Strauss-Kahn n'a jamais, jusqu'à mon sens, jusqu'à preuve du contraire, n'a jamais parlé de religion. Voilà. Mais moi je le connais pas, j'ai jamais assisté à ses prêches, c'est pas mon truc, loin de là. D'accord. J'adore la caricature. En Algérie, on avait un journal qui s'appelait Le Manchar, et nous sommes des grands caricaturistes en Algérie. Donc c'est pas ça le problème. Mais le problème, ça devient l'islam musulman avec risque. Donc moi je trouve que c'est trop. Mais cela je n'accepte pas que l'on touche à un cheveu de quelqu'un parce que ceci ou cela. Il faut écrire CSA, il faut ceci, il faut cela. En ce qui concerne votre question, Christophe, si vous me permettez. Je vous en prie, Fatima, répondez à la question. Pardon. Répondez à la question. Est-ce que je compte sur les politiques pour me protéger? Est-ce que vous faites confiance au gouvernement? Oui. Les politiques de maintenant, ils sont tous pareils, droite, gauche, extrême gauche et tout. Ils font plus des projets de société. Ils font des projets, ils font des carrières, des projets de carrière. Ils font plus des carriéristes. Projets de société. Donc, ils s'occupent que de leurs petites affaires, petites combines. Donc, moi, j'ai pas confiance en eux. Et que ceux qui font des fautes comme ça soient sévèrement punis. Quand je dis sévèrement punis, mais alors aucune circonstance atténuante pour ceux du Bataclan ou autres. Je vous remercie. Merci Fatima. Bonne journée. Fatima. Et vous n'hésitez pas donc à continuer de voter sur la page Facebook France Maghreb 2. Mais aussi sur Twitter, LGF officiel. Donc, est-ce que vous faites confiance au gouvernement français pour assurer la sécurité des citoyens, donc 2 ans après les attentats du 13 novembre à Paris, à Saint-Denis, au Bataclan? Eh bien, vous répondez, pour l'instant, vous êtes une grande majorité à dire non, on ne fait pas confiance. C'est un peu inquiétant quand même, hein. C'est un peu inquiétant, quoi. On va envoyer peut-être une capture d'écran à Emmanuel Macron, là, sur Twitter, je sais pas, pour qu'il fasse quelque chose, et peut-être qu'il réagisse, voilà, que le gouvernement réagisse, là, pour le coup, parce que c'est pas normal que le Français ne soit pas rassuré
par ces politiques. Aujourd'hui, il y a quand même eu des mesures qui ont été prises et qui ont été inefficaces. Oui, voilà, donc il y a eu les comment est-ce qu'on appelle ça, les visites à domicile, on appelle ça maintenant. Les visites domiciliaires, on appelle ça. D'ailleurs, il y a eu une nouvelle bavure là apparemment. Hein. À Aulnay, il y a eu une perquisition qui se sont trompés. Et puis voilà. Oui, enfin bon, après c'est pas la première, celle-ci on a entendu parler, donc ça a pas fonctionné. Puis tout ce qui a été mis en place, ça a pas fonctionné. Donc après, forcément, on fait pas confiance. Il y a eu 32 attentats qui ont été évités, peut-être que ça a un peu fonctionné. Je suis pas en train de dire que je suis pour. Hein. Non, mais après il faut encore heureux qu'il y ait un service de renseignement qui par exemple, moi, fonctionne. J'ai un ami qui va après, régulièrement à l'étranger. C'est optimisé, non, et puis surtout comme on le redit encore, aujourd'hui le terrorisme il prend différentes formes. Donc il y a eu des attaques au couteau, il y a eu les attaques avec véhicules. Là, les dernières attaques qu'on a eues, c'est pas des bombes, hein, c'est des petites attaques entre guillemets avec peu de matériel et des moyens humains. Donc, alors c'est vrai qu'il y avait une chose qui m'avait choqué à l'époque. Je me rappelle qu'après les attentats du 13 novembre, j'ai pour ne pas raconter ma vie, un cousin qui est sur la route régulièrement et qui se trouve que 2 jours après, à peine après les attentats, il a été plusieurs fois en Belgique pour aller en Allemagne. Puis il est retourné 3 jours après en Hollande en passant par la Belgique. Il m'a dit j'ai jamais été contrôlé. Aller, retour, j'ai passé les douanes normales. Alors qu'on venait d'avoir ces attentats, je veux dire. Déjà, il y a pas de douane. Non, mais il y a des douanes volantes, voilà, mais ils peuvent pas être partout, quoi. C'est là où, de la même manière que je persiste et signe à dire qu'effectivement, je reste, j'ai confiance au gouvernement pour nous protéger. Je parle sur la question. Après, sur est-ce que le gouvernement fait tout pour éviter qu'il y ait justement une division des Français qui peuvent mener à ce que quelques-uns amènent le chaos. Là, ma réponse est différente. Le gouvernement ne fait pas tout. On aurait pu poser la question différemment, mais là, on se trouve qu'on a posé cette question aujourd'hui par rapport à cette date anniversaire, triste anniversaire. C'est ce que tu dis, à un moment donné, voilà, ton cousin, il a fait la Belgique, France, etc. Il a jamais été contrôlé, etc. Et de la même manière, d'autres personnes ont été contrôlées au niveau faciès, etc. Mais juste parce qu'ils avaient la tête de l'emploi. Ou même, tout simplement, mais je te garantis qu'il a la tête, non, il a pas ma tête, hein. Et même si ils sont pas contrôlés pas tête de l'emploi, c'est justement aucune sécurité au niveau des frontières, peut-être parce qu'il faut qu'il y ait un truc qui soit fait au niveau européen. Mais là où je veux en venir, c'est vraiment dans cette question où tu te dis que le gouvernement à un moment donné, qu'est-ce qui mène au chaos? Qu'est-ce qui fait que des psychopathes vont permettre alors le chaos, ce genre de choses? Si tu t'arrêtes pas, ça va être le chaos parce que la pub elle arrive et elle n'attend pas celle-là. Dans un instant, la vie tranche et on a pris sacrément du retard, mais c'est pas grave. C'est le Grand Forum, on est en direct. C'est Anan Zawani et Enver de Santos qui sont avec vous aujourd'hui. Le Grand Forum sur France Maghreb 2 avec, je vous rappelle, cette question 2 ans après les attentats du 13 novembre. Est-ce que vous faites confiance au gouvernement français pour assurer la sécurité des citoyens français? Eh bien, vous répondez à cette question non seulement sur la page Facebook France Maghreb 2, mais aussi sur le Twitter LGF officiel. N'hésitez pas donc à venir nous rejoindre par ces 2 biais. Voilà, LGF officiel bien sûr sur Twitter. Tout de suite, nous allons, avant de parler du zapping, écouter la lettre ouverte de Monsieur Enver de Santos dans le cadre de son avis tranché. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Lettre ouverte donc à une jeunesse de banlieue désabusée, Enver. Exactement. Et à la fin, je vous dirai le pourquoi du comment de cette lettre. Alors, je vais commencer par une citation. Ceux qui vous diront que cette jeunesse a besoin d'un idéal sont des imbéciles. Croyez-moi, tout le mal vient des vieillards. Ils se nourrissent d'idées et les jeunes en meurent. C'est une citation de Jean Anouilh. Cette citation est aujourd'hui à prendre à double tranchant. Qu'est devenue cette fameuse jeunesse? Ces jeunes de 10 à 17 ans qui peuplent nos collèges et nos lycées et que certains aimaient appeler nos charmantes têtes blondes. A-t-on besoin d'un idéal lorsque l'on entre au collège à l'âge de 11 ans? Peut-être pas, mais de repères sûrement. Aujourd'hui, les seuls repères que cette jeunesse a sont les médias, qu'elle ne décrypte pas toujours, cette télévision qui lui tient trop souvent compagnie et parfois des parents trop souvent absents. Comment explique-t-on qu'un lycéen puisse répondre physiquement à un professeur l'ayant sanctionné? Et si l'on donne la possible explication de l'approche de la fin de l'adolescence et de sa fameuse crise, pourquoi assiste-t-on également de pareilles scènes dans nos collèges où les enfants ne sont âgés que de 10 à 14 ans?
Un nombre trop important de questions auxquelles les réponses sont nombreuses, mais si insuffisantes, pour générer un réel changement. Aujourd'hui, un enfant est livré à lui-même dès 11 ans. Certains d'entre eux ont déjà une conscience exacerbée de la violence, et de la violence en tout genre, qui les entoure. Il est inutile de se mettre des œillères ou de leur bander les yeux. Les jeux qu'ils pratiquent dans la cour de récréation ou ce qu'ils voient sur Internet sont le reflet de la société dans laquelle ils vivent. Le jeu de la balle entre les jambes, plus connu sous le nom de petit pont massacreur, en est le reflet. En effet, la victime est souvent la même car moins agile ou plus docile face aux grands qui refusent de se faire frapper par les plus faibles lorsqu'ils reçoivent la balle entre les jambes. Le plus fort fait la loi, mais il ne s'agit que d'une des nombreuses conséquences et non d'une cause. Pour nombre d'entre vous et de vos parents, l'une des premières causes sera la télé, mais sans oublier qu'elle n'a pas toujours existé, elle faisait déjà des victimes, dans les années 60. Alors qu'en est-il ? Peut-être que le vrai problème ne se trouve pas totalement dans la télévision, mais dans le fait de placer un enfant sans contrôle devant ou de ne pas lui expliquer ce qu'il risque de ne pas comprendre. Il y a dans la citation de Jean Anouilh une certaine réalité, où l'on n'a de cesse de parler de cette jeunesse qui se doit d'avoir des rêves pour se bâtir un avenir, tracé par ses aînés, mais il faut tempérer cette réalité, car si cette jeunesse doit vivre de ses propres idéaux, ceux-ci doivent être, jusqu'à un certain point, encadrés. Les enfants sont des éponges qui absorbent tout ce qu'ils voient ou entendent. Il est de notoriété publique qu'une éponge gorgée d'eau finit par sentir le moisi. Et je finirai par une autre citation, mais plutôt que d'enseignement, s'il est mal conçu, au moins il existe. C'est l'éducation dont on manque aujourd'hui la jeunesse. Hervé Bazin. Alors pourquoi ce texte ? Parce que je l'ai écrit en 2004. Je l'ai écrit en 2004 et qu'aujourd'hui ça n'a jamais été aussi réel, aussi vrai, sauf que par télévision, on va remplacer par médias, internet et autres, et que c'est un cri d'alarme que les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas simplement les jeunes de banlieue, mais certes les jeunes de banlieue veulent tout de suite. Ils veulent l'argent rapidement, ils veulent gagner tout de suite, ils veulent avoir des résultats rapidement, et personne n'est là pour leur expliquer. On dirait que il faut patienter, qu'il faut du temps. Et je pense qu'à un moment donné, il y a un truc à faire et qu'il faut faire vite. Merci Enver pour cette lettre ouverte. Donc je précise d'ailleurs pour les auditeurs qu'elle était en direct sur Twitter, sur le LGF officiel, mais aussi sur Facebook, Christophe Le Grand Forum. Voilà, donc et ça sera d'ailleurs la même chose pour l'avis tranché à suivre dans un instant, dans quelques minutes, de Hanan Zawani qui va nous parler, elle aussi, d'une lettre ouverte d'ailleurs, pour le coup, d'un député des Hauts-de-Seine pour lorsqu'on va parler de Clichy, donc cette affaire de prière de rue. On a quand même vu des images assez inqualifiable, parce que c'était peut-être une première où l'on voit comme ça des musulmans en train de faire évidemment cette prière de rue et ces élus qui étaient là en train de manifester, en train de chanter la Marseillaise, etc. Il y a eu d'ailleurs des quelques échauffourées avec la police. Ça s'est passé vendredi dernier. Juste avant de retrouver le zapping, je voulais que l'on évoque, parce que c'est un sujet que je voulais évoquer avec vous, Enver, Alan. Oui. Faire un petit tour à Zarzis en Tunisie, où ces pêcheurs qui indiquent que quand ils sortent en mer, nous avons peur de voir flotter des morts. Tarek Ahmed, un pêcheur de la ville côtière de Zarzis au sud de la Tunisie, évoque les souvenirs saisissants qu'il trouve, des corps qu'il a trouvés, visage dans l'eau, flottant dans l'eau froide, dans les eaux froides de la Méditerranée. Nous savons qu'il y a un cadavre à cause de l'odeur. Un autre pêcheur, nous savons qu'il y a un cadavre à cause de l'odeur, explique donc Salah Mejrek, qui est un pêcheur, en inspectant depuis son bateau la mer à la lueur des lanternes utilisées pour les sorties en mer, pour les pêches nocturnes. C'est indescriptible et terrifiant. On sent cette odeur de loin, même au large. Les autres membres de l'équipage jettent un regard sur l'eau. Tous les 15 membres de l'équipage ont tous vu un cadavre flottant en mer. Ce sont des images terribles que nous racontent et que nous disent donc vivre ces pêcheurs tunisiens au sud de la Tunisie. Alors pourquoi? Évidemment, ça s'explique avec, depuis a priori, le déclenchement des différents printemps arabes, mais surtout la situation en Libye, où beaucoup de Libyens fuient ce pays pour sauver leur peau et rejoindre un Eldorado qu'ils croient en tout cas être un Eldorado européen, en passant par Zarzis et effectivement cette Méditerranée qui est devenue un véritable cimetière à ciel ouvert. Enver. C'est dramatique, mais je pense que au-delà de toute peine que je pourrais avoir, c'est là où en est l'humanité aujourd'hui.
On est plus là à se tirer dessus sur telle religion, telle sexualité, tel ci, tel ça, que de sauver nos frères en humanité qui essayent d'avoir une vie meilleure. Voilà où on en est aujourd'hui. Anan ? Les chiffres sont effarants. En 2015, il y avait déjà plus de 22 000 personnes repêchées. Donc forcément, quand on est marin en Tunisie, puis notamment aux alentours de Zarzis, où on a des pêcheurs et des habitants qui sont là aussi pour sauver les migrants, et forcément on tombe sur des morts, quoi. Donc plus de 22 000 déjà en 2015. Je sais absolument pas où est-ce qu'on en est au niveau des chiffres aujourd'hui. Donc c'est le passage le plus meurtrier aujourd'hui, c'est celui de la Méditerranée. Donc je sais pas, j'ai plus de mots, quoi. Plus de mots, plus d'1 millier de migrants morts en 2017. J'ai plus de mots. Ouais, effectivement, c'est terrible. En tout cas, on parle de ce cas de la Tunisie, mais évidemment, la Méditerranée, à différents endroits, connaît aussi ce triste, quotidien, ce triste quotidien. Ce qui est effarant dans ce que le descriptif que tu as fait, c'est qu'en fait, ils reconnaissent l'odeur. À des, au loin, au large. Voilà. Donc le choc, en fait. Des cadavres qui flottent, imaginez-vous. Voilà. Ils sont totalement imprégnés de ça. Le corps, Mais le pire, c'est quand t'entends ce genre de témoignage, t'as vraiment l'impression qu'on est à l'époque de l'Antiquité, où rien ne peut être fait, alors que si. Alors, on va juste faire un petit tour par Clichy-sous-Bois, parce qu'un auditeur, et c'est très bien d'ailleurs, je vous incite à le faire, au 01 40 33 9000, nous appelle pour nous dire que apparemment Emmanuel Macron est sur le point d'arriver. Jamel. Ouais, bonsoir à tout le monde, tous les auditeurs. Bonsoir. Je suis sur la place du marché à Clichy-sous-Bois et je vois Valérie Pécresse et puis les autres je ne connais pas, c'est des nouvelles têtes. Enfin bref. Et puis là normalement il devrait y avoir Emmanuel Macron qui va pas tarder à arriver. Voilà, et il y a beaucoup de monde. Hein. Et pourquoi ils viennent à Clichy-sous-Bois aujourd'hui ? Je sais pas. Franchement je sais pas. Je pourrais pas te dire mais je sais pas. Par contre, c'est une association, pour les enfants et tout. Ils sont tous regroupés devant. Ah oui, d'accord. Très bien. Donc ça n'a rien à voir avec ni les commémorations, ni les prières de rue. Non, parce que là, c'est pas Clichy. C'est Clichy dans les Hauts-de-Seine. Pas Clichy-sous-Bois. Ouais. Donc Emmanuel Macron, ils sont pas d'arriver à Clichy-sous-Bois. Très bien. Information grâce à toi, Jamal. Merci beaucoup. Ouais. Au revoir. Et puis essaye d'aller lui parler. Si tu lui poser, si je l'approche, je lui dirai. D'accord, n'hésite pas à nous rappeler si tu l'as, d'accord ? Oui, exactement. Salut Jamel, tu es notre reporter, Jamel. Ta mission, avant 18h, essayer de choper Emmanuel Macron. Je vais essayer de faire la photo. Allez, à tout à l'heure. Enfin, la photo, on s'en fout, nous. On veut de la parole, nous. On veut l'entendre, président. On veut parler, monsieur le président. Écoute, si j'arrive à la voir, je t'appelle et puis en live, je pose une question. Ça marche. À tout à l'heure, Jamel. Merci beaucoup. 01 40 33 9000. Ce sont nos reporters, nos auditeurs. Bien entendu. Exactement. N'hésitez pas. Bon, on va passer maintenant au zapping. Ma chère Anan. Oui. Ton avis tranché arrive dans quelques minutes. Hein. T'inquiète pas, ne stresse pas, tranquille. Non, mais tout va bien. Tout va bien, ma chère Anan. Juste avant de passer au zapping, parce qu'il fallait qu'on en parle, parce que je sais qu'après le sujet de Clichy va sûrement prendre un petit peu de temps. C'est la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, et la Ligue des droits de l'homme qui porte plainte contre une société française qui se nomme donc Amazi. Que lui reproche-t-elle ? Eh bien, d'avoir aidé le régime d'Abdel Fattah al-Sisi dans la traque des opposants en fournissant à l'Égypte un système d'écoute. L'affaire n'est pas sans rappeler de Lafarge, bien sûr, dans le financement de Daesh, sauf qu'Amazi ne serait pas sa première, si cette accusation en tout cas est avérée, à son coup d'essai, puisque Amazi, qui s'appelle désormais Nexa Technologies, avait été accusé d'avoir vendu un programme à la Libye de Muammar Kadhafi pour là aussi traquer des opposants au régime. L'entreprise lui avait vendu son propre kit, donc et sa brochure de présentation était un système massif conçu donc pour répondre aux besoins d'interception et de surveillance à l'échelle d'un pays capable de capter tout type d'informations et d'analyser en temps réel un flux de données à l'échelle nationale. De 2007 à 2011, cette technologie avait servi à mettre sous surveillance l'accès à Internet des Libyens
et à traquer les opposants du régime. Cette complicité a dérangé personne au sein de l'entreprise jusqu'à ce que l'affaire éclate au grand jour, évidemment. Pour faire un monde honorable, le système, ce système avait été également développé donc par cette entreprise. Donc ce système a été cédé ensuite à une autre entreprise et notamment au dirigeant de l'entreprise, lui-même architecte du système en 2014, selon une enquête de Télérama. Eh bien, 2 anciens dirigeants d'Amazi avaient vendu pour 10 millions le système d'écoute. L'objectif était officiellement de lutter officiellement en tout cas contre les frères musulmans, écrivait alors le journaliste. La méthode utilisée pour l'Égypte serait similaire pour du matériel de surveillance qui a été donc fourni aux autorités égyptiennes, et la FIDH et donc la LDH dénoncent la participation d'Amazi la participation de cette société donc aux opérations de répression menées par le général El-Sisi, donc via la vente de matériel de surveillance. Les 2 ONG souhaitent effectivement que la justice française ouvre le plus rapidement possible une enquête sur des faits de complicité de torture et disparition forcée pour pouvoir ensuite auditionner d'éventuelles victimes égyptiennes. Est-ce que ça vous surprend d'abord? Je suis extrêmement choquée. Donc c'est une entreprise sur laquelle il y a une enquête en fait contre crime contre l'humanité. Donc il y a une enquête qui est en cours, qui est démantelé, on va dire. On change le nom, c'est racheté, on lui donne un autre nom. On vend exactement le même produit parce que ce qu'on appelle Amesis aujourd'hui, ce qui a été vendu, s'appelle Cerebro. Donc c'est l'exacte copie. Donc c'est le directeur commercial en fait qui crée une nouvelle structure. C'est ça. Une en France, une aux Émirats Arabes Unis, et qui continue à commercer alors que initialement ils sont poursuivis en justice. En tout cas, il y a une enquête qui est ouverte. Donc ce logiciel-là, il sert effectivement en Égypte à Al-Sisi. L'intermédiaire principal, on apprend que c'est les Émirats Arabes Unis, encore une fois. Donc c'est extrêmement, pour moi c'est extrêmement choquant. C'est un outil de plus en fait pour un État policier. Donc on rappelle juste que l'Égypte d'Al-Sisi, c'est un coup d'État qui a été mis en place, que ils ont été soutenus par les pays du Golfe, dont les Émirats Arabes Unis, pour éviter qu'il y ait une montée trop importante des frères musulmans qui ont été élus sous un système démocratique. Donc les violences continuent, la répression policière continue, les disparitions forcées continuent, les lois liberticides, les pressions sur les journalistes continuent, et on apprend que c'est grâce entre guillemets à la France que ça a été permis. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que suite en fait à cette enquête qui a été menée sur l'affaire Kadhafi, c'est que normalement pour que ce système soit vendu, c'est comme les armes de guerre, il doit y avoir une autorisation de l'État. Et là, l'autorisation qui s'appelle SBDU, un truc comme ça, en fait, on a estimé que pour le même système de sécurité, on pouvait tout à fait, c'était validé. Donc il y a je sais pas, il y a une complaisance en fait de l'État, de l'entreprise, d'un peu tout le monde pour que ce système de sécurité soit mis en place. Et derrière, ça aboutit à ce que je viens de décrire, de la répression, du harcèlement de militants en fait. Incroyable, Enver. Incroyable, mais honnêtement, plus rien ne m'étonne. Surtout dans ce marché économique, les intérêts du peuple. Donc vraiment plus rien ne m'étonne. Je suis tout aussi choqué que Hanan, mais plus rien ne m'étonne. Alors, on va commencer le zapping avant la pub et avant de retrouver surtout notre Hanan Zawani national pour son avis tranché, pour cette il y en a lettre qu'une, ouverte. ça c'est sûr. Alors, évidemment. Et elle est chez nous. Alors, pour le zapping, qu'est-ce que j'ai à vous offrir aujourd'hui? Eh bien, pour commencer, François Hollande, l'ancien président, était l'invité de Michel Drucker hier et est revenu sur ce 13 novembre 2015 lorsque ce président était au Stade de France, vous vous en souvenez, pour assister donc au match amical entre la France et l'Allemagne. Et il explique comment il a appris la nouvelle et comment il a géré par la suite. D'abord, le Stade de France, quand claque la première détonation, nous ne savons pas si c'est un attentat. Et il faut que j'entende une deuxième pour avoir à ce moment-là le doute et rapidement la certitude que nous sommes devant une attaque terroriste.
à la mi-temps, je me renseigne sur ce qui se passe à l'extérieur du stade et déjà ce qui se passe sur les terrasses et au Bataclan. Et il m'est dit que nous sommes devant une opération qui est d'envergure. Toute mon attention, c'est de ne pas créer une panique au Stade de France. Ah oui, bien sûr. Et je donne donc la consigne de ne pas bouger, que personne ne puisse laisser croire que nous avons un risque pour tout le public qui est au Stade de France. Vous imaginez si, à un moment, la panique avait saisi le public, si les joueurs s'étaient arrêtés, c'était peut-être d'ailleurs l'intention des terroristes, ce que ça aurait pu avoir comme conséquence. Et donc je vois cette photo, après le match, le public est sur la pelouse. Mais le public est resté. Il est resté, oui. Et il est resté durant tout le match, ignorant d'ailleurs ce qui se produisait, et il est resté après. Voilà, François Hollande, je précise d'ailleurs pour que au Stade de France, lorsque effectivement François Hollande, le président de la République, a été donc exfiltré rapidement du Stade de France pour aller directement à l'Élysée pour gérer la cellule de crise, ils ont installé un broyeur, ce qui fait que personne ne recevait des notifications et personne n'était au courant au sein même du public du Stade de France, oui. Jusqu'à, je crois, aux 5 dernières minutes du match, où là tout le monde a commencé à recevoir les notifications, et là il y a eu un espèce d'affolement général qui a pour le coup été bien géré a priori. Voilà, pour ce qui est en tout cas l'expérience de François Hollande par rapport à cette date du 13 novembre. Dingue. Pas de commentaires ? Bah non. Bon. Hier, dans les terriens du dimanche maintenant de Thierry Ardisson, Raquel Garrido a annoncé vouloir arrêter la politique et partir donc des Insoumis. Elle en explique les raisons. Pour elle, c'est à cause du CSA. Bah oui. C'est quoi ? Bah le CSA m'a mis devant un dilemme cornélien. Alors, tout le monde ne le sait pas, mais depuis qu'on a commencé cette émission, tout mon temps de parole est décompté France Insoumise. Tout ce que je dis, toutes les moindres petites vannes. Ça veut dire qu'on n'entendra plus parler de Mélenchon pendant 2 ans. Ça veut dire que non. Parce que là, il y a une ça veut dire que dans Salut les terriens du samedi, on peut plus recevoir de gens de la France Insoumise parce qu'on nous dit votre quota est explosé avec Raquel Garrido. Voilà. Et du coup, le CSA m'a dit que la seule façon d'arrêter de me compter, c'est que j'arrête totalement mes activités politiques et mon engagement. C'est terrible. J'ai réfléchi, j'ai pesé, j'ai pondéré. Suspense, tout de suite la pub. On se retrouve. Mais moi, je suis là. Mais qu'est-ce que ça fait ? Putain, c'est quoi ta décision ? Et j'ai décidé d'arrêter. Quand cette émission aura fini d'avoir ce succès planétaire, dans 10 ou 15 ans, tu pourras à nouveau réadhérer aux Insoumis. Voilà. En tous les cas, merci d'avoir pris cette décision. Natacha. Je pense qu'il faut peut-être expliquer aux téléspectateurs qui ne connaissent pas les règles très complexes du CSA que la règle des temps de parole est absolument ahurissante. Oui. C'est-à-dire que la majorité présidentielle doit avoir le double du temps de parole de l'opposition. Et ça signifie qu'il faut qu'on ait La République En Marche 2 fois plus que Mélenchon, plus Le Pen, plus les Républicains, plus le Parti Socialiste, plus les Constructifs qui sont censés être dans l'opposition, même si en fait ils sont dans la majorité. Mais moi, tu sais que depuis que je fais l'émission, Aznavour s'est décompté sur le temps des Arméniens. Il Alors justement, ne chante plus en France. Voilà pour la décision de Raquel Garrido, donc il l'a annoncé hier, vouloir arrêter, la politique, hein. Alors en à tout cause cas, du CSA, dit-elle. Voilà. En tout cas, le CSA dément aujourd'hui. Oui, c'est vrai, il a démenti. Lundi, il dément. Et puis les bruits de Twitter, on va dire, les bruits de couloir, donc les tweets qui circulent sur Rachel Garrido, c'est que ça se passe pas très très bien avec Mélenchon, que les relations sont exécrables, et ce qui pourrait expliquer le fait peut-être qu'elle ait choisi elle a trouvé un coupable. Voilà, qu'elle ait choisi la télé. Ouais. Pour une militante politique, en toute sincérité, choisir entre la télé et le militantisme, ça a aucun sens. Donc on parle après je sais pas, est-ce que c'est vrai ou pas, on parle de salaire de 8 000 €.
Ça me semble un petit peu excessif quand même, mais non, parce que ouais, tu penses que c'est ce qu'elle touche. Stéphane Guillon chez Ardisson pour une chronique de 10 minutes touchait 10 000 € par semaine. D'accord, bah écoute, apparemment. On va peut-être changer de métier, Albert. Qu'est-ce que t'en penses? Non, pas du tout. Tu sais, non, moi j'en veux pas de leur argent. Anan. Non, mais attendez, Bolloré, la France insoumise, c'est quand même le grand écart. C'est incompatible, c'est clair. Donc les militants de la France insoumise, excuse-moi, excuse-moi, je t'ai coupé la parole, Enver, mais juste quand elle est arrivée là sur C8, les militants de la France insoumise, ils ont pété un plomb. Ouais, mais comment tu peux passer de C8 à Bolloré quoi? Parce qu'ils comprennent rien à la politique. Bah oui, peut-être. Non, après, mais c'est quand même le symbole du capitalisme. Blague à part, mais au-delà du symbole du capitalisme, moi je veux bien, mais à un moment donné, elle veut gagner de l'argent, tout simplement. C'est ce qu'elle veut. Elle est avocate au départ, ensuite elle est dans un parti politique. Là, elle a quand même un pied dans la France insoumise, puisque son compagnon c'est exactement. Alex, tu vois, on lui propose de gagner plus de thunes. Voilà, le CSA, il a bon dos, mais voilà, c'est qui lui a demandé de faire de la télévision. 22 pub. À tout de suite, on est de retour tout de suite. Désolé de vous couper, mais après, moi, je me fais engueuler, moi. Coupe pub. Tout de suite, on est de retour avec notre nouvelle chronique dans un instant. Qui fait l'info? Ouais. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Anan Zawani et Enver de Santos qui sont avec nous jusque 18h, messieurs, dames, chers amis auditeurs, auditrices. La question du jour, je vous la rappelle, messieurs, dames, pour pouvoir aller voter sur Twitter, GF officiel, Facebook, France Maghreb 2. La question aujourd'hui, 2 ans après les attentats du 13 novembre, est-ce que vous considérez que le gouvernement français assure la sécurité des citoyens français? Est-ce que vous faites confiance au gouvernement français? Et on fera un nouveau point donc tout à l'heure pour vous dire un petit peu si ça a un petit peu changé. Je vous rappelle que tout à l'heure, bien c'était 79% de non. Vous ne faites pas confiance donc au gouvernement français sur Facebook et 75 sur Twitter. On verra donc tout à l'heure si ça a changé. Pour l'heure, voici l'avis tranché, le deuxième de l'émission d'aujourd'hui, celui de Anan Zawani. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. On va en reparler tout à l'heure en longueur de cette affaire de Clichy dans les Hauts-de-Seine, mais Anan Zawani souhaitait nous faire part d'une lettre ouverte. Exactement, donc une lettre ouverte de Xavier Iacovelli, donc qui est le sénateur des Hauts-de-Seine, qui réagit en fait à la manifestation des élus qui a eu lieu ce vendredi dernier, donc des élus les Républicains et FN à Clichy-la-Garenne. Donc je cite Xavier Iacovelli. Ce vendredi 10 novembre, à l'initiative du maire Rémi Museau, les Républicains, s'est déroulée à Clichy-la-Garenne une manifestation rassemblant des élus LR et FN, dont la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, pour s'opposer aux prières de rue organisées par l'Union des associations musulmanes de Clichy. Cette association proteste depuis plusieurs mois contre la fermeture de la mosquée d'Estienne-d'Orve, décidée par le maire de Clichy, alors même que celui-ci avait pris l'engagement écrit et filmé de laisser ouvert ce lieu de culte. Le communautarisme électoral du maire de Clichy est indigne d'un élu de la République. Je dénonce le comportement inqualifiable et irresponsable de Rémi Museau, qui préfère organiser des manifestations dans sa propre ville en demandant le soutien d'élus du Front National pour gonfler ses rangs, plutôt que de renouer le dialogue qu'il a lui-même rompu avec ses administrés de confession musulmane. Si les prières de rue ne sont pas acceptables, il est aussi inacceptable de voir un cortège d'élus de la République bousculer nos concitoyens de confession musulmane en chantant la Marseillaise, détournant ainsi un de nos plus beaux symboles et laissant croire que la République serait en guerre contre les religions. Je suis contre l'islam des rues comme je suis contre l'islam des caves. Je veux que l'islam et sa pratique, comme celle de toutes les religions, s'intègrent dans notre République et son principe de laïcité dans le respect de la loi de 1905. C'est pour ces raisons que je suis en faveur d'un dialogue permanent entre nos institutions républicaines et les associations. J'ai sollicité le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb pour qu'il se saisisse de ce sujet et reçoive les représentants de l'UAMC afin d'envisager les possibilités qu'offre la présence de terrains appartenant à l'État sur la municipalité de Clichy-la-Garenne et mettre enfin un terme à ces tensions qui menacent notre pacte républicain. Voilà. Donc cette lettre ouverte donc voilà, écrite par
communiqué de presse, voilà, qui a été envoyé par le sénateur Xavier Iacovelli, donc qui a réagi, remet les choses dans son contexte, est venu apporter un son de cloche différent de ce que nous dit Rémi Muzo, qui est lui-même un élu. Donc j'ai trouvé ça très courageux de sa part et une réaction digne et responsable qui permet justement qu'on évite en fait la stigmatisation de cette communauté musulmane de Clichy qui depuis 8 mois se trouve obligée de faire ses prières de rue le vendredi en face de la mairie de Clichy. Donc tout à l'heure justement Christophe, tu vas nous diffuser l'extrait de Rémi Muzo où lors de la campagne électorale, il s'est engagé fermement à trouver une solution après l'élection. Voilà, après l'élection, à trouver une solution. Donc moi ce qui m'interpelle aussi, c'est que oui, effectivement, il y a des élus, les Républicains et le Front National, mais qu'on a eu une campagne qui a été lancée par Marine Le Pen samedi matin, prière de rue, ça suffit, où en fait on a toute la communauté de Twitter, donc et j'imagine que sur les réseaux sociaux c'est exactement la même chose, qui en fait amalgame ses fidèles à des islamistes et on leur dit stop à l'islamisme, alors que le problème n'est pas là. Le problème est que les fidèles ont été éjectés de leur local où ils faisaient la prière depuis quelque temps, et que on ne leur offre pas de solution, donc ils ne baissent pas les bras et ils continuent à se battre pour qu'on leur trouve une solution. Restez bien à l'écoute de France Maghreb 2 parce qu'on va en parler dans un instant justement de cette affaire et on écoutera dans un instant donc le maire de Clichy, Rémi Muzo, qui s'était effectivement engagé à mettre en place cette mosquée, en remerciant même d'ailleurs tous ceux qui avaient permis à ce qu'il arrive à la mairie, voilà, parce qu'ils ont quand même quelque part aidé aussi à ce qu'il devienne maire. Beaucoup se sentent, et on peut le comprendre, à Clichy, trahis, ce qui nous laissera aussi l'occasion de poser cette question. Faut-il quand même persister? Enfin, est-ce que la méthode est bonne pour contrer ce retour en arrière du maire d'aller prier dans les rues? Est-ce que c'est une bonne chose? 01 40 33 9000 pour y répondre dans un instant, ma chère Anan. Merci beaucoup pour cet avis tranché qui était là aussi en direct sur Twitter et sur Facebook. Voilà. Alors on va maintenant passer, je précise que je n'arrive pas à joindre notre premier interlocuteur dans Qui fait l'info, c'est Foued. Il est sur répondeur, monsieur Foued, je sais pas pourquoi. Je vais essayer de l'appeler. Voilà, non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Foued, hein? On essaie de le rappeler évidemment parce qu'on a mis une petite rubrique comme ça en place en direct, hein, donc tous les lundis, Qui fait l'info, essayer de repérer quelques personnes qui mettent des statuts, donc oui, il est sur répondeur, des statuts donc sur Facebook, sur Twitter, de les mettre un petit peu à l'honneur. Voilà, on va tenter donc de le joindre. Sinon demain. Sinon demain, évidemment. Sinon demain, effectivement, si on n'arrive pas à le joindre. Suite de notre zapping, avant de retourner donc sur cette affaire de Clichy et avant aussi de parler de vos coups de cœur, Anan et Enver. Accrochage, une nouvelle fois samedi soir sur le plateau de On n'est pas couché avec Christine Angot et l'invité d'On n'est pas couché, Jérémy Ferrari. Écoutez cet accrochage, il en dit long. En tout cas, vous aviez dit au moment de cette interview, les gens ont le droit de savoir qu'il y a des juifs qui pensent qu'il existe des extraterrestres antisémites. Et donc ça, qu'est-ce que vous vouliez dire? Vous trouvez ça super drôle, hein? Vous trouvez ça super drôle? Ah ben dit par vous, non, c'est un peu comme Yann. C'est pratique l'humour. C'est pratique l'humour. C'est pratique l'humour. Ça fait 2 fois la même vanne. C'est pratique l'humour. C'est pratique l'humour. Je suis pas sur votre terrain. Vous voulez qu'on se mette sur mon terrain? On y est alors. Non, on n'y est pas. Non, on n'y est pas. Non, on n'y est pas. Mon terrain, c'est l'écrit. Vous allez pas encore vous énerver, j'ai rien fait. Je fais que faire des vannes. Non, vous êtes super drôle. Oui, il essaie de faire rire. C'est son métier de faire rire. Excusez-moi de ne pas être énervé contre vous comme vous êtes énervé contre moi. Mais je suis pas du tout énervé. Vous ne m'énervez pas, pardonnez-moi. Mais je ne vous trouve. Eh ben, je ris. Vous ne m'énervez pas, je vous trouve juste pas drôle. Bah oui, on avait compris. Ça, je pense qu'on avait. Voilà, donc Christine Angot qui manifestement a reboosté un petit peu l'audience de cette émission, puisque la semaine dernière c'était Claire Chazal qui était à sa place. Bon, ils ont gagné 200 000 téléspectateurs de plus, Christine Angot. Ouais, et son agressivité légendaire, hein, on peut le dire. C'est pas elle qui a boosté l'émission, c'est parce que c'était juste après le match de rugby
Ouais. Voilà, on va remettre les choses en place. Effectivement. Donc, Christine Angot, elle est, je sais pas, elle a pas l'air drôle, hein, cette femme. Hein, bah écoute, j'ai... Ouais. Elle m'a triste. Je trouve ça juste triste et... Jérémy pathétique. Ferrari lui a dit d'aller prendre du Lexomil. Ouais, c'est ça. Ouais. Tiens, bah on parle. Alors là, belle transition, bravo, ma chère Anan, oui. Parce que invité sur Canal+ vendredi soir dans le petit journal, le roi des forats, Marcel Campion, s'en prend violemment à la maire de Paris. Vous allez voir que ça a un rapport avec des cachets. Écoutez. Il m'a demandé le jour de son élection de lui amener des gypsies le soir de l'élection. Ouais. J'ai appelé des copains qui sont venus bénévolement lui faire sa soirée électorale. Donc c'est vrai, on pensait avoir quelqu'un devant nous qui allait défendre la fête foraine. Elle disait toujours je suis favorable, il va falloir qu'on fasse des choses nouvelles. Bon, sauf qu'on n'a rien fait de nouveau, hein. Absolument rien. Et cette année, elle a tout fait pour nous virer. Maître Campion. Oui. Alors lors de ma dernière entrevue avec Anne Hidalgo, je l'ai trouvé très désagréable. Et comme je suis quelqu'un à l'esprit rebelle et vengeur, qui plus est très susceptible, je me suis dit que vous seriez peut-être la personne idéale pour m'en dire du mal. Je peux pas en dire du mal, c'est difficile d'attaquer les malades. Parce que cette dame-là, je pense qu'elle était pas mal pendant un moment, mais je pense qu'elle a oublié de prendre ses cachets, elle a retrouvé son état normal, c'est-à-dire elle est très méchante. Alors qu'est-ce qu'elle vous reproche aujourd'hui? Elle veut fermer le marché de Noël, elle veut interdire la grande roue? Eh bien écoutez, aujourd'hui elle nous rapproche le manque de qualité. Vous voyez le manque de qualité. C'est-à-dire que vous faites venir les produits de Chine? Oui, c'est-à-dire que quand on a commencé ce marché de Noël sur ce qu'on appelle la plus belle avenue du monde, que je vous dis tout de suite, c'était quand même un tas de merde parce qu'il n'y avait pas l'eau potable et il n'y avait pas l'électricité. Si on a l'eau potable et l'électricité sur le bas des Champs-Élysées, c'est grâce au marché de Noël et grâce à moi, puisque c'est moi qui ai payé les transformateurs qui sont sur le bas. Et comme ça, les touristes se font plus agresser le soir, comme c'était le cas dans le temps. Si on vous reproche, à la limite, ça pourrait s'entendre de la part de la mairie de proposer de la merde aux clients. Quels sont les critères de sélection, justement, pour choisir les forains? Les critères de sélection, hein, ce qui est bizarre, c'est que le critère de sélection, c'est la mairie qui les avait. Dans le contrat que j'ai avec la mairie, c'est eux qui font le critère de sélection. Il y a toute une armée d'élus et de politiques qui sont là autour d'une table. On présente les contrats et tous ceux qui sont là sont admis par la mairie. Alors c'est difficile qu'une fois les avoir admis, ils me font porter le chapeau que c'est moi qui fais du Made in Chine. Il y a 150 commerçants qui sont de français, des artisans, de la chambre de métier. Ils sont en révolution, ces gens-là. Et vous vous rendez compte, ils faisaient de la qualité. C'est le seul marché où il y a autant de qualité. En gros, on vous reproche de vendre des produits de mauvaise qualité. Que eux ont accepté. Que eux ont accepté auparavant. Voilà, donc on est dans la mauvaise foi. D'un bout à l'autre, c'est que de la mauvaise foi. Regardez encore ce qui se passe ce matin. Maintenant, ils attaquent la grande roue et ils disent que je défigure le paysage. Ils ont mis 24 ans à s'en apercevoir. Ça fait 24 ans qu'il y a la grande roue ici. Bon, mais il y avait des gens qui étaient à la mairie de Paris hier soir. Hier soir. Nous enregistrons jeudi. Oui, il y avait des communicants hier soir qui ont conseillé à la maire de Paris que pour pas parler de ses emplois fictifs du jour, parce que le téléphone n'arrêtait pas de sonner, il fallait détourner la situation. Alors, appelez sur la roue, dites qu'on enlève la roue, et comme ça, toute la presse va se mettre sur la roue. Eh bien, c'est ce qui est arrivé ce matin. Donc, c'est les conseils des communicants qui ont dit à la maire, et elle a pris ce matin le taureau par les cornes, c'est le moment de le dire, pour une madrilène. Elle a dit, ok, je démolis la roue. Voilà, pour éviter de se faire démolir elle. Voilà, Marcel Campion, donc le roi des forains, qui a été très dur avec donc la maire de Paris pour le coup, donc Anne Hidalgo. Voilà, donc votre Anan, t'as par exemple là-dessus sur le fait qu'il attaque clairement parce qu'il dit il faut qu'elle prenne ses cachets, hein, Madame la maire. Hein. Bah oui, pareil. Excuse-moi, j'ai pas écouté Christophe. Madame, en fait, Marcel Campion qui s'en prend à la maire de Paris, hein, qui dénonce en fait la maire de Paris, qui lui dit de prendre des cachets parce que voilà, il s'attaque effectivement au marché de Noël des forains. Ah bah oui, mais il y a eu les manifestations. Apparemment, il y a un problème sur la grande roue de Paris aussi. Donc oui, après je pense point d'aller prendre des cachets, non, je pense pas qu'elle en soit à ce point-là, mais c'est une manière de dire que aujourd'hui quand on n'est pas content contre des élus ou des personnes, et oui, on leur dit allez prendre vos cachets quoi. C'est clair. Bon, c'était pour le zapping, c'est terminé pour le zapping pour aujourd'hui bien sûr. On va passer maintenant au coup de cœur si vous voulez bien. Avant de revenir, donc dans un instant vous pourrez nous appeler au 01 40 33 9000 pour nous parler de ces prières de rue. On va s'attaquer un petit peu à l'affaire de Clichy, on va tenter d'y voir clair parce que c'est vraiment pas facile, hein. C'est très complexe comme problème. Tout de suite, coup de cœur. France Maghreb 2, le coup de cœur. Et on va commencer par le coup de cœur de Hanan Zawani aujourd'hui, Hanan.
Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, je mets à l'honneur l'association Handiprenariat, donc qui est une association d'entrepreneurs handicapés et valides, qui est dirigée par Laurence Trichet, donc qui est une entrepreneuse qui a créé sa propre société de secrétariat. Donc elle propose de l'externalisation tout simplement, et qui surtout milite pour l'inclusion des handicapés, avec le mot d'ordre que le handicap qu'il y a aucun que voilà, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'est pas compétent. Voilà, excusez-moi. Donc on lui laisse la parole. Bonjour Laurence. Bonjour. Donc voilà, je voudrais vous parler d'Handiprenariat. C'est une association donc d'entrepreneurs handicapés et valides à but social, solidaire et économique. Nous souhaitons collaborer donc au redressement économique de la France en favorisant l'aide au développement et à la création d'entreprises par les personnes handicapées. En effet, pour nous, Handiprenariat, l'inclusion des personnes handicapées passe par une logique simple. Les compétences prévalent sur le handicap. En aucun cas, le handicap est un frein à l'élaboration d'un autre mode de travail, qu'il puisse être télétravail ou horaire décalé. Chaque handicapé a la possibilité de créer son emploi en adaptant son environnement à son handicap. Nous œuvrons pour cela. Nous souhaiterions vivement pour ça rencontrer et ouvrir le dialogue avec Madame Sophie Cluzel. On a été l'appel en fait que vous lui faites. Comment? Donc vous lui lancez en fait l'appel de pouvoir la rencontrer puis de travailler sur ces problématiques. Oui, parce que en fait, on a des problématiques qui sont pas tellement résolues. Par exemple, des gens qui ont un handicap invisible et qui peuvent pas se déplacer, c'est extrêmement onéreux de prendre des taxis. Et les mairies qui mettent des moyens de transport pour les personnes handicapées ne sont pas toujours très à la pointe de ça, parce que nous, ce qu'il nous faut, c'est un moyen de transport, par exemple, à la carte. D'accord. Alors juste, Laurence, vous avez été reçue par la députée de votre circonscription apparemment? Oui. Voilà. Oui. Donc elle nous a écoutés, elle nous a entendus, et on espère pouvoir travailler avec elle dans l'avenir. On a eu aussi une très belle écoute de la part de Monsieur Christophe Alves à la mairie de Toulouse. Et on est très contents. J'ai été très touchée personnellement de son discours. C'est un homme très ouvert et vraiment je le remercie. Alors Laurence, juste comme on n'a pas beaucoup de temps, je vous ai posé la question de tout à l'heure vos besoins, parce que vous êtes sur Toulouse. Donc ce que vous m'aviez dit qu'effectivement vous êtes en recherche de bénévoles aussi qui seraient susceptibles de vous aider à diffuser en fait l'information que votre association existe. Vous recherchez notamment une personne qui puisse vous aider à créer un site internet. Donc chers auditeurs, si vous avez du temps à donner pour cette association, pour la création d'un site internet, ce serait super. Si vous connaissez des personnes qui sont sur Toulouse, donc pour justement vous aider à prospecter les associations, les mairies, aujourd'hui ce sont là vos besoins. Je vous laisse le mot de la fin, Laurence. Donnez-nous vos réseaux sociaux et puis on n'hésitera pas à diffuser de notre côté. Nos réseaux sociaux, c'est très simple. Twitter, Handiprenariat, avec un A majuscule. Facebook, pareil. Et on aimerait avoir un parrain ou une marraine qui nous rejoigne. Et c'est vrai qu'à Colomiers, on a la chance, et si je peux me permettre de citer un nom. Allez-y. C'est d'avoir David Scrella et sa sœur, Gaëlle. Et je pense que ça serait super parce que d'avoir Gaëlle Scrella avec nous, parce qu'en plus c'est une basketteuse professionnelle et qu'à la maison,
On va l'interpeller sur Facebook, Laurence. On va les interpeller sur Facebook, sur Twitter. Avec la vidéo, on va essayer d'interpeller le maximum de personnes, leur dire que vous recherchez un parrain. Je vous dis à très bientôt, Laurence. On reste en contact. Tout à fait. Et puis je continue à vous suivre avec grand plaisir, puis avec très grande attention surtout. Merci beaucoup Laurence, en tout cas d'être intervenu sur France Maghreb 2 pour ce coup de cœur. Puisqu'on est dans les coups de cœur, mon cher Enver de Santos, tu avais un coup de cœur à nous proposer toi aussi. Tout à fait. Alors c'est un coup de cœur qui tout simplement concerne les modèles de réussite. C'est vrai que j'ai tendance souvent à donner des modèles de réussite de personnes du civil qui sont soit coach en développement, soit des mères de famille, soit des pères de famille ou n'importe quel individu lambda. Mais il est vrai qu'il est rare que je donne des grands entrepreneurs, de multinationales. Et parce que souvent on fait toujours référence à du Bill Gates ou à du Steve Jobs, etc. Il existe aussi dans la communauté, comme ils disent, issue de l'immigration, des gens qui ont créé des grandes entreprises et qui peuvent être des modèles pour nos enfants. Il y a Mohamed Altrad, il y a également Taoufik Maultouti, le président de Meca-Cola. Voilà, donc je pense que il est intéressant que nos enfants et même les parents s'intéressent à tous ces entrepreneurs et entrepreneuses qui justement font que justement leurs enfants peuvent rêver de devenir des grands chefs d'entreprise un jour. Très bien, merci beaucoup pour ce coup de cœur, mon cher ami Enver de Santos. Alors, on va, si vous le voulez bien, maintenant reparler rapidement de cette affaire effectivement de Clichy. On va rappeler donc ce qui s'est passé vendredi, et ça se passe d'ailleurs depuis plusieurs vendredis maintenant, depuis quelques semaines. Ce sont ces prières de rue qui se font donc du côté de Clichy, dans le 92, et il y a eu donc à l'appel du maire de Clichy et quelques maires de France donc ce rassemblement d'élus qui sont venus donc pour manifester donc ces prières de rue qui se tiennent donc à Clichy le vendredi. Je rappelle donc ça à l'appel du maire de Clichy dans le 92, avec donc ces drapeaux français, ces gens qui chantaient la Marseillaise pendant que d'autres étaient en train de prier. Enfin voilà, c'était un spectacle absolument pitoyable que l'on a assisté vendredi à Clichy. Je rappelle juste ce qu'avait dit le maire, c'était quelques jours après l'élection. C'était en 2015, écoutez. Je vous remercie de m'avoir élu en tant que maire et de m'avoir fait confiance pour briguer ce mandat. La construction d'une mosquée pour les musulmans clichéois leur permettant d'exercer leur culte dignement est indispensable. Moi, Rémi Museau, j'atteste et je m'engage en tant que maire pour la construction d'un centre culturel et cultuel musulman rue des Stendors en confiant le projet à l'association musulmane de Clichy, MDC, pour la partie cultuelle et à l'association Rencontre et Dialogue pour la partie culturelle. Je m'engage à ce que le permis de construire qui va être déposé soit rapidement traité par les services municipaux afin de ne pas retarder le démarrage des travaux. Je m'engage à faire passer au conseil municipal et à faire voter en tant que maire les projets de bail amphithéotique pour chaque partie culturelle ou cultuelle permettant de lancer le programme de construction ou d'envisager une cession de parcelle. Je m'engage en tant que maire à faire voter par la ville le financement de la partie culturelle. Attestation établie pour avoir ce que de droit. À Clichy, le 7 septembre 2015, Rémi Museau, maire de Clichy. Voilà, le 7 septembre 2015. Punaise. Voilà. C'est concret ça, hein. On peut pas faire mieux, je veux dire. Très. Anan, toi qui as un peu suivi l'affaire, ces affaires de Clichy là pour le coup, ça va être compliqué quand même pour le maire d'aller voir ses administrés pour leur dire que finalement il a changé d'avis. Voilà, il y a déjà ce point-là, donc là on a un très bel extrait effectivement de toutes ces contradictions. Moi il y a autre chose sur lequel j'aimerais revenir, en profiter parce qu'il nous reste plus que quelques minutes. C'est le fait que aujourd'hui nos parents, en fait les premières vagues d'immigration, ça a été dans les années 60, qu'on est en 2017, donc il y a pratiquement 60 ans qui s'est écoulé. Je leur rends vraiment grâce et hommage de tout le travail qu'ils ont fait, parce que ils ont permis qu'on ouvre, qu'il y ait des lieux de culte, qu'il y ait des mosquées. Il y a eu un travail vraiment énormissime qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, je suis un petit peu étonnée que nous, leurs enfants, et peut-être moi notamment, qui on est à peu près de la même génération Enver,
Voilà, nous qui avons entre 30 ans, 40 ans, 45 ans, comment se fait-il qu'on n'ait pas réussi à relayer ce premier travail que eux ont mis en place et que aujourd'hui on se retrouve encore confronté effectivement à des problèmes comme ceci parce que les lieux de culte sont gérés par des associations et que aujourd'hui il y a mille et une autres façons que ces problèmes n'existent pas. Il suffirait en fait de construire d'ouvrir une SCI et que chaque fidèle en fait investisse des parts dans cette SCI. Donc là du coup le contrôle est fait par les fidèles et il est plus aux mains d'une association qui va négocier avec tel maire ou tel conseiller municipal. Aujourd'hui ce qui se passe, et c'est pas la première fois qu'il y a des soucis au niveau des associations qui se font rouler dans la farine par des élus qui lors des échéances électorales sont tout tendres et puis au final quand ils ont plus besoin d'eux, ciao. Dans un instant, Libertad, messieurs dames, 01 40 33 9000. On va faire aussi un nouveau point sur la question du jour qui est la suivante. 2 ans après les attentats du 13 novembre, est-ce que vous faites confiance au gouvernement pour assurer la sécurité des citoyens? On y répond dans un instant, tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Moi, je sais pas vous, mais on a passé une émission de ouf là. J'ai pas vu le temps passer. Enver, passé hyper vite, oui. On fait le point sur la question du jour, donc qui était la suivante. Depuis 2 ans, les attentats du 13 novembre. Est-ce que vous faites confiance au gouvernement français pour assurer la sécurité des citoyens français? Qu'est-ce que ça nous donne, ma chère Anan? Alors c'est 22% de oui, 78% de non. Ça n'a pas évolué depuis tout à l'heure. Ouais. Enfin pratiquement pas. Que ce soit sur Twitter ou Facebook. Facebook, exactement. 75-25. Vous pouvez continuer évidemment de voter tout le temps, bien sûr, à cette question avant qu'il y en ait une autre demain. Bien entendu, c'est parti pour Libertad. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. En tout cas, vous allez pouvoir nous appeler maintenant 01 40 33 9000. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir, Mohamed à l'appareil. Bonsoir Mohamed. Oui, jeudi dernier, je vous appelais pour vous demander de parler un peu plus du travail de fond de la France Insoumise et arrêter de parler un peu moins des personnes. Et t'avais évoqué l'émission sur une radio concurrente où Madame Obono avait traité Dieudonné d'antisémite. Ouais. Tu te rappelles? Ouais. Ouais. Dieudonné a bien été condamné pour antisémitisme, hein? On est bien d'accord. On est d'accord, il a été condamné, ouais. D'accord. T'avais l'animateur qui lui demandait si elle se sentait plus proche de Valls ou de Dieudonné. Donc Madame Obono, elle a dit non, pourquoi vous me comparez à Dieudonné? Et donc toi tu considères que ça c'est une preuve de lâcheté, quoi? Non, c'est pas ça, Mohamed, c'est le fait qu'elle aille chez ce monsieur qui est un sioniste notoire, qui est plus un journaliste mais qui est un militant d'extrême droite d'Israël et qui opère son radio que vous connaissez et qui en plus de ça fait partie du service public sur LCP, donc à un moment ça suffit, quoi. Voilà. D'accord. C'est tout, oui. Tout simplement. T'as oublié de me citer la deuxième partie. Parce que pendant un quart d'heure, l'autre, il rentre dedans en lui demandant de critiquer Ouria Boutelja, responsable des indigènes de la République, et elle l'a défendu pendant 10 minutes. Elle a essayé, oui. Elle a tenté. Non, elle l'a pas essayé, elle l'a défendu. Oui, mais bon, non, mais après, tu vois, c'est son choix. Elle a pas cédé à cette tentation et à cette injonction, et elle s'est fait critiquer par tous les médias par la suite. Exact, mais en tout cas voilà, c'est peut-être été une erreur de stratégie ou de communication pour elle d'avoir été là-bas. Mais bon, après c'est son voilà, droit. Tu peux pas dire que c'est une lâche ou que c'est un manque de courage, cette femme-là. Danielle non, pas du tout. Elle est loin d'être lâche, mais au contraire, elle est toujours la première à monter au créneau. Non, mais j'ai dit que c'était. En fait, je reprécise mes propos. C'est une erreur de communication, me semble-t-il, que d'avoir été dans ce genre d'émission. Voilà, Mohamed. Ouais, mais moi je t'appelais pour des questions de fond et toi tu fais comme les autres, tu attaques la personne. Ça, non, j'attaque pas la personne, je te dis que c'est une erreur de communication pour moi d'avoir été là-bas. Mais bon, c'est tout. Oui, mais c'est une attaque sur la personne. Parle du fond. Moi je te parlais du fond du travail de la France Insoumise, comme Hanan tout à l'heure l'a fait, et c'est très bien. Elle a parlé du travail au niveau de la sécurité, elle a parlé du travail de la France Insoumise, c'est très bien. Oui, la France Insoumise, il faut un peu plus se concentrer sur le travail de fond et arrêter des petites anecdotes sur les personnes. Bon, merci Mohamed, je l'entends pour dire. Salut Mohamed, à bientôt. Bon, c'est moi qui me suis fait engueuler aujourd'hui. Oui, mais après voilà, il faut. Je veux dire, moi, Mohamed défend son opinion, il a raison.
Mais en toute sincérité, sur la radio, après, je sais pas exactement ce qui s'est passé la semaine dernière. Si c'est bien nous qui entrons dans le fond et qui allons dans le fond du débat sans faire trop de publicité pour ne rien dire, c'est bien nous. Je veux dire, on est toujours dans le fond. Les propos de la France insoumise, tout à l'heure encore, on en parlait. On est bien les premiers, en tout cas, à défendre la qualité de leur travail quand il y a une qualité. Maintenant, après, quand ils font des trucs pas bien, on le dit aussi, quoi. Franchement, faut vraiment être naïf. Après, c'est mon avis à moi, mais je pense qu'il faut arrêter d'être naïf en pensant que tu peux séparer la personne et le travail de fond de la France insoumise. Parce qu'à un moment donné, le travail de fond de la France insoumise est fait par les personnes et les bourdes ou le caractère qu'ils ont va justement conditionner le travail qu'ils vont faire. Mais Danielle Obono, pour sa défense, c'est vraiment elle fait un vrai travail de fond. Elle s'en prend plein la tronche. Ouais, ça arrive. Mais elle fait un vrai travail de fond. Ouais. Un petit dernier, on est en retard, mais c'est pas grave. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Christophe. Oui, bonsoir, madame. Quel est votre prénom, votre ville d'appel, s'il vous plaît? Najat de Paris. Oui, Najat, qu'est-ce qui se passe? Je vous demande pourquoi on ne diffuse pas des extraits du dernier album de Samira Brahimia. Quelles sont les conditions de diffusion des madame, chansons dans un album? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis un grand défenseur de tous ces artistes qui, pour moi, restent dans l'ombre. Ce sont le diktat des programmateurs des radios. Voilà. Pour faire simple. Dommage. Voilà. Je vous souhaite une merci beaucoup. Merci, au revoir, à bientôt. Ou peut-être comment elle s'appelle? Leur méconnaissance justement de tels artistes. Samira Brahimia, qui va sortir d'ailleurs un nouvel album, elle nous confiera d'ailleurs un extrait en exclusivité demain de son futur album qui sort très bientôt. Samira Brahimia, qui a fait The Voice, qui a fait un film aussi de Rachida Brakmi. Enfin voilà, c'est une grande dame que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et il y en a beaucoup, des chanteurs comme ça qu'on n'entend pas à la radio. Sorif, Samira Brahimia. Je sais pas, il y a qu'est-ce qu'il y a comme il y en a plein des chanteurs qui sont vraiment pas diffusés. Exact. Et qui ont pourtant beaucoup de talent. Mazir Kateb, il est pas diffusé comme il devrait. Enfin voilà, il y a plein d'artistes comme ça, mais bon, les programmateurs et ça c'est comme toutes les radios pareil, c'est le diktat des programmateurs musique qui font la musique, qui s'occupent de la musique. Voilà. Merci Edver, merci Anan. Merci à vous, merci pour cette belle émission. Demain, très bonne semaine à tous nos auditeurs et puis couvrez-vous bien parce qu'il fait froid. Ah oui. Et si vous voulez découvrir une vraie chanteuse demain, rendez-vous dans le Grand Forum avec Samira Brahimia. On sera avec Hossein Ras et Nadia Lazouni. Salut à tous. Il est précisément 18h01. Pardon pour le retard. L'ami Mechaï débarque dans un instant pour sa bonne humeur légendaire. 18h, c'est l'heure du rappel de l'actualité de ce lundi soir. C'est avec Marine Garenne que nous avons rendez-vous. Bonsoir ma chère Marine. Bonsoir à tous. Emmanuel Macron et son épouse Brigitte au bord des larmes ce matin lors des hommages aux victimes des attentats de Paris. 2 ans après, le couple présidentiel s'est rendu sur les lieux des attaques en présence de dizaines de rescapés, de proches, des victimes, bouquets de fleurs, minutes de silence, lâcher de ballons, du Stade de France au Bataclan, en passant par les terrasses des cafés et restaurants visés par les terroristes. Et puis 2 ans après, notez que l'enquête n'est pas terminée. Salah Abdeslam, le principal mis en cause, et seul le survivant des attaques s'est muré dans le silence. 15 complices ont été identifiés et placés en détention. La police et la gendarmerie une nouvelle fois confrontées à une vague de suicides. 8 rien que la semaine dernière, 60 depuis le début de l'année. Il y a des chiffres alarmants qui poussent le ministre de l'Intérieur à réagir. Gérard Collomb va recevoir les syndicats de policiers et de gendarmes. Le gouvernement maintient son calendrier pour le prélèvement à la source. Il sera bien mis en place au 1er janvier 2019. C'est le ministre Gérald Darmanin qui le confirme. Il parle d'un progrès pour les Français. L'impôt sera plus lisible selon lui, mais des entreprises redoutent de nouvelles contraintes. Les plaintes pour violences sexuelles ont augmenté de 30% en octobre en zone gendarmerie, soit 360 faits de plus qu'à la même époque l'année dernière. Cette hausse pourrait être liée à la libération de la parole des victimes depuis l'affaire Weinstein. Le prix des cigarettes augmente aujourd'hui de 30 centimes en moyenne. L'objectif, c'est d'arriver au paquet à 10 € en 2020. À l'étranger, plus de 340 morts, 400 blessés. Dernier bilan après le puissant séisme en Iran. C'est une région montagneuse près de la frontière avec l'Irak qui a été touchée. Le navigateur Thomas Coville, détenteur du record du Tour du Monde en solitaire, a signé sa première grande victoire en multicoque en remportant la Transat Jacques Vabre avec Jean-Luc Nélias. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.